Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 29 novembre 2024. Alors, c'est la fin de semaine et on a vu sur le CAC ce qu'on attendait, c'est-à-dire des rachats sur des niveaux où il n'y a plus véritablement de vendeurs. On va le voir aussi avec la vente à découvert notamment. On regardera aussi quelques actions dont on a beaucoup parlé avec énormément de volatilité et les actions toujours intéressantes à prendre sur le moyen terme et puis les grosses variations sur le CAC 40 aussi qui peuvent donner un indice sur la tendance à suivre et quelques points sur les chiffres et les marchés étrangers. Alors comme d'habitude avant de commencer je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Avant de commencer par le CAC, on va juste voir les marchés étrangers, notamment la Chine, qui continue d'accumuler sur ces niveaux de post-explosion après l'annonce des plans de relance qu'on a eu ici fin septembre. Donc on voit qu'on n'a pas tout rendu, notamment sur le CSI 300. C'est encore plus marquant sur le Dow Jones Shanghai, parce on est resté dans la fourchette haute du marché avec des accumulations et puis pas de très gros pullback finalement. Donc les marchés chinois qui sont plutôt assez résilients et qui devraient pouvoir aussi permettre de relancer un peu pas mal de monde prochainement parce que c'est le deuxième marché avec les États-Unis. Les États-Unis qui vont toujours très bien parce que le Dow il prend encore 0,4 aujourd'hui. Il va pas tarder à fermer puisque c'est la deuxième journée de Thanksgiving aux États-Unis. Ferme à 19h heure de Paris. Il est là le Dow. Plus 0,4. On est encore sur des niveaux records au Dow Jones. Donc on n'arrête pas de grimper, toujours porté par l'élection de Trump. Et le Nasdaq qui s'en sort toujours bien. Pas loin de ses plus hauts aussi. Donc on a des marchés étrangers notamment plutôt forts. Alors le CAC, qu'est-ce que ça donne? On est un peu déçu évidemment depuis le début de l'année. Parce qu'on est en négatif. Mais moi, ce que je vois, c'est ça, c'est des rachats avec des mèches basses depuis une dizaine de séances, avec quasiment le rebond sur les 7083 qu'on a eu mercredi, et la belle journée ici, notamment en fin de séance. Ça s'est un peu excité, on le voit à la fin. Le début de séance, il est où? Il est là, à 9h. Donc on a ouvert un petit peu en baisse, mais on a tout repris et puis après on a construit. Et puis on le voit, à partir de 16h30, on a bien monté et on finit finalement en positif de près de 0,7. On comble le gap qu'on avait créé entre mardi et mercredi. Et pour moi, on n'est pas loin maintenant. On n'est pas loin de jouer cette hausse du mois de décembre. Parce qu'on a déjà eu pas mal de... On a senti la rotation sectorielle sur plein de secteurs, qu'on arrivait un peu au bout et qu'il n'y avait pas de vendeurs sur beaucoup de secteurs qui sont prêts à repartir. On a les données américaines, les données chinoises qui sont pas si mauvaises. On a eu aujourd'hui notamment... alors en Allemagne, moyen, notamment sur les ventes au détail, c'est revenu assez négatif. On attendait 1,2, on est revenu à moins 1,5. Pas catastrophique non plus, mais on sait que l'Allemagne, c'est un peu moins bien en ce moment. Et l'IPC en France, confirmation, 1,3 sur l'année, l'IPC, donc on est bien en deçà des 2% en France. Et en Europe, on est à 2,3 sur l'année, donc on a un tassement qui se fait vers les 2%, donc c'est bien, on va continuer la baisse des taux. Alors, plus ou moins rapidement, mais la marge de manœuvre, elle est quand même assez importante parce qu'on voit qu'on a bien réduit l'inflation et qu'on va faire repartir un peu tout ça. Donc, c'est ce qu'on disait il y a quelques semaines ou quelques mois quand on a commencé la baisse des taux avec la BCE puis la Fed. Dans un premier temps, on aurait peut-être un petit coup de mou, ce qu'on a eu notamment en France et en Europe, pas forcément aux États-Unis, mais après, cette baisse des taux, elle allait avoir une influence directe sur l'économie et faire repartir le cours de beaucoup d'actions en relation avec les résultats des sociétés. Donc c'est ça qu'on a certainement très bientôt, et je pense en France et en Europe maintenant, parce que ça fait déjà un moment qu'on a entamé le cycle, qu'on est revenu sur des niveaux support, et puis qu'il y a beaucoup de secteurs qui sont déjà sur leur plus bas, qui sont prêts à repartir. On va le revoir
sur le graphe qu'on avait vu il y a quelques jours, avec cette poussée, hein, ici, euh, sur le nombre, hein, de millions d'euros vendus à découvert, notamment sur le marché parisien. Et comme on avait connu des pics précédents, on sait que les gros pics comme ça sont souvent suivis par un pic inverse, c'est-à-dire un retour un peu à la moyenne. On n'a pas, à moins d'une grosse catastrophe, hein, d'une météorite, d'un Covid ou de quelque chose comme ça qui fasse durer cette vente à découvert, ces shorts, ces débouclages massifs dans le temps. On a plutôt un retour à la moyenne. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, avec un retour ici à 5648, alors qu'on était à 6500. Donc, pour moi, on a entamé le cycle un peu de fin de vente à découvert sur le marché parisien. Alors, ça devrait être confirmé lundi. Mais la belle séance qu'on a eue, les niveaux rachetés, les chiffres qu'on voit un peu à droite à gauche, pour moi, c'est plutôt encourageant et plutôt assez fort. Donc, peut-être enfin. Alors, on parlait souvent de la moyenne à 20, hein, c'est le signal, je pense, pour jouer le rallye. On peut peut-être le jouer dès aujourd'hui, hein. Il y a encore des marchés qui codent jusqu'à 20h, jusqu'à 22h, pardon. Et donc, pour jouer le CAC et la montée, pour enfin aller, bah, c'est toujours l'objectif des 7007, 7008. Moi, c'est l'objectif que j'ai sur la fin de l'année, notamment. Et on va voir les différentes actions. Quoi. Oui, toujours des belles zones de rachat. Et puis les 7280 en gros à taper lundi pour confirmer un peu cette belle journée. On va regarder le CAC. Avec les grosses variations du jour. Et donc Renault. À Renault, on avait parlé notamment de cette zone des 39,50. On est passé juste une journée en dessous, mais c'était plutôt correct parce on a rebondi sur notre ancienne oblique ici de correction. Donc on est toujours au-dessus, hein, depuis qu'on l'a cassé ici 24 octobre. On corrige un peu, mais on dégrade pas tellement la tendance parce que c'est quelque chose de logique. Une fois qu'on a cassé l'oblique, on vient la retester et on repart. On n'est pas allé en dessous, sauf avec une petite mèche, donc durant quelques minutes ou quelques heures. Et puis surtout, le gros support, là, il est toujours en train d'être tenu. Donc, plutôt toujours bien sur Renault, hein, un des rares qui fonctionne bien au niveau du secteur auto. En embuscade, parce que évidemment, il faudra repasser les 43-44 pour être plutôt positif. Mais on le voit, hein, le travail, il est en train d'être fait ici. Et pour moi, c'est largement positif sur Renault, tant qu'on tient les 39 euros. On va reparler aussi du secteur semi, hein, qui est plutôt bien aussi, qui donne des signes intéressants. Alors STM, ils font pas partie des leaders. C'est pas ceux que je jouerais, mais ils sont aussi en train peut-être de sauver leur peau ici sur les 23,8. Et on va le revoir après, pas mal de gros du secteur qui donnent des signaux positifs. Et on l'a dit depuis une semaine ou deux, qu'il y avait peut-être quelque chose à jouer sur ce secteur-là. Edenred, c'est pareil, la réaction sur support. On joue plutôt le moyen ou le long terme sur Edenred, hein. On n'aura pas une grosse reprise en V à mon avis, mais le niveau de valorisation sur les 30 commence à être vraiment intéressant, surtout que le secteur est correct, hein. Et maintenant, on a, je pense, intégré dans les cours les éventuels plafonnements de commission. Donc, Edenred, ça peut être une ligne intéressante long terme sur des niveaux bas qu'on va plutôt regarder même en hebdomadaire comme ça, hein, sur Edenred. Donc, c'est ces niveaux-là, hein, qu'on est revenu toucher, on le voit, 2020, en Covid-19. C'est le plus bas qu'on est revenu tester et je pense que là on n'est pas loin, hein, de repartir et de valoriser un peu mieux Edenred. Alors les 60 peut-être un peu élevés, hein, pour 2025, mais il y a une marge intéressante quand même à aller chercher pour du long terme. Donc c'est plutôt bien aussi. Et là aussi, quand on arrivera à combler le gap sur les 33,80, bah, ce sera la confirmation qu'on aura certainement atteint ce point bas ici sur les 28. Les volumes aussi sont pas exceptionnels, mais on a quelques pics, hein, qui sont plutôt favorables. Thales,
Donc il est toujours un peu sur sa zone de rachat. Il n'y a pas véritablement de changement sur Thales par rapport à ce qu'on disait. Toujours plutôt un biais positif sur tout ce qui est armement. Euh, Pernod Ricard qui se rapproche, hein, Pernod Ricard de son support. C'est pareil, c'est le plus bas Covid ici sur les 199. Et alors là, il y a eu du dividende, il y a eu un peu de volume. Ça peut mettre encore pas mal de temps, hein, c'est pour ça que j'avais mis l'ellipse ici, mais oui. Alors, j'avais espéré que Diageo donne ses résultats, j'ai pas dû avoir les bonnes dates. Voir un peu ce que les concurrents vont faire. Il y avait Rémi Cointreau aussi. Tout le secteur un peu spiritueux qui est un peu sous pression avec les droits de douane et les taxations, mais là aussi on a baissé. Alors sur le graphe aussi, on le voit, c'est un peu comme sur Edenred, hein, on était sur les 200 et on revient sur les 100, donc on a divisé par deux la valeur. Est-ce que l'entreprise a vraiment perdu autant qu'une division par deux? Ça semble là aussi largement sévère et ça mérite probablement d'être acheté. Alors comme d'habitude, on attend le timing, on attend de rentrer avec le marché parce que même si la séquence de relance va arriver avec la fin des déstockages, tant que le marché ne joue pas, ça sert à rien de la jouer en anticipation. Donc il faut toujours attendre un peu des signaux. Et on les aura peut-être bientôt, notamment avec des volumes encore plus marqués, parce que là, on l'a eu sur la journée dividende. Il faudra encore quelques gros volumes, quelques belles journées. Et peut-être aussi, c'est surtout la deuxième oblique à casser. On en est encore loin. Donc c'est pour ça que je pense que ça peut mettre pas mal de temps. Mais là aussi, fondamentalement, Pernod Ricard ne mérite pas une sanction de 50% sur ce qui s'est passé cette dernière année. On va regarder quelques valeurs intéressantes, notamment une valeur intéressante dans la construction et notamment dans les ciments, hein. C'est une valeur qui est capable de faire des ciments bas carbone et ça c'est de plus en plus intéressant parce qu'il y a des réglementations et qu'on peut pas construire n'importe comment actuellement. Donc on essaye de baisser les émissions de CO2 et cette valeur-là, dont on a déjà parlé, elle a des clinkers, donc des ciments qui sont bas carbone et qui permettent donc de construire sans émission de CO2. Elle a aussi un business model avec des licences, hein, ou des royalties, c'est-à-dire que c'est pas elle qui va forcément tout faire les ciments, mais elle va vendre un peu pas sa production, mais son savoir-faire pour que d'autres le fassent. Donc ça lui permet quand même d'avoir des marchés super importants. Actuellement, c'est une petite valeur. Normalement, vous vous en souvenez, c'est Hoffmann Green Cement. Alors j'ai voulu rentrer aujourd'hui, malheureusement j'ai pas pu parce qu'on était suspendu pendant plus d'une heure, hein, sur la fin et on n'a pas coté. On le voit ici, depuis 16h20, le cours est suspendu et j'ai pas pu rentrer, donc j'essaierai de rentrer je pense lundi sur Hoffmann, qui elle aussi, hein, elle a énormément perdu. On a attendu un peu la reprise. Et puis dernièrement, les volumes qui sont là. On a cassé enfin la moyenne à 20. C'était pas arrivé depuis les 9 euros, hein, c'est-à-dire 4,5. On a divisé le cours par 2 entre temps. Et là, oui, on a deux belles journées. Avec hier, on a fait plus de 8, mais on casse l'oblique. Et puis aujourd'hui, on fait plus 13%. On casse la moyenne à 20. Les volumes sont là depuis 2-3 jours, même un peu plus. Donc on sent qu'il y a un début peut-être de retournement. On avait vu Serge Ferrari aussi, on va le voir rapidement aussi dans la construction, ça peut être intéressant. Serge Ferrari qui avait fait un gros bond, hein, qui avait fait un nouvel échec ici sur sa résistance. On les voit, ils sont en congestion, mais ils reviennent. Et puis à chaque fois, c'est racheté sur les 5. Hein. Donc là aussi, on sent qu'on attend un peu le top départ sur la construction. Comme d'habitude, les meilleurs vont être pris en premier. Hein. On a Saint-Gobain qui fonctionne plutôt bien et qui a déjà donné des signaux positifs, hein, depuis plusieurs semaines.
Donc, sur plein de valeurs comme ça, avec une Chine qui pourrait enfin repartir, avec les Américains aussi qui vont très bien, qui ont un marché plus que résilient, bah Hoffman, avec sa stratégie hein, de ciment bas carbone, pourrait et devrait déjà avoir plein de contrats et exploser un peu les chiffres. Alors pour l'instant, il continue de perdre de l'argent, hein, c'est pour ça que le cours a baissé. Mais je pense que on arrive là aussi sur des niveaux de valorisation assez peu importants, compte tenu du secteur, de la demande et des capacités d'Hoffman à vendre son ciment. Donc là, il faut commencer à se placer, commencer à s'intéresser à la valeur parce qu'on n'est pas les seuls justement. Il faut jamais y aller quand on est seul. Il faut y aller avec le mouvement, avec les autres. Et là, on voit qu'il y a du volume et que ça commence à se placer pour jouer la fin d'année et pour jouer début 2025. Donc sur Hoffman, il faudra probablement rentrer lundi. Un petit point sur Assystem qui continue son petit rebond, hein, notamment en relation éventuellement, pas que, mais avec le nucléaire. Donc là aussi, c'est une valeur qui avait un peu trop perdu et qui devrait avoir pas mal de contrats, notamment sur les centrales. Et on le voit avec des volumes là aussi super importants. Et depuis, bah, on fait que monter. Donc on a la confirmation. Quand on voit des volumes comme ça, généralement, on attend le lendemain pour voir un peu la confirmation. Parce que c'est pas anodin d'avoir un pic de volume à ce point-là. Et la réaction du marché hein, dans une phase de consolidation un peu exagérée peut-être, mais on sent qu'il va y avoir ce travail ici, hop, sur un système. Là aussi, il y aura différentes façons de le jouer. Hein. À court terme, on l'avait depuis mardi, donc le début de semaine, pour jouer le rebond technique. Ce qui va se passer ici. Et puis à moyen long terme, hein, il faudra probablement rester. Ça risque de mettre du temps. Il y aura peut-être un retest sur les 36 euros, mais on devrait ressortir hein, par le haut sur un système. Un petit point sur le luxe, on l'a vu, le luxe qui est plutôt bien avec LVMH, Kering et Hermès. Et Hermès qui a... alors le gap, il n'est pas comblé pour 1 euro, je crois, hein, entre vendredi et mercredi de cette semaine. Mais on voit qu'il y a des rachats à chaque fois, il n'y a plus trop de vendeurs sur les niveaux qu'on a connus. Et justement, le luxe avec Hermès, mais aussi LVMH, qui devrait porter le CAC. Et c'est ces secteurs-là, hein, ces rotations sectorielles qu'on a eu un petit peu, et notamment sur le luxe, où on a vu qu'on arrivait sur des points bas. Et finalement, on arrête de descendre, on commence à construire. Donc, il n'y a plus de vente, il n'y a plus de panique sur le luxe. Et on n'attend plus que le redémarrage vers le haut. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai joué déjà depuis un moment. Et je pense que ça va arriver là en décembre, donc sur Hermès, sur LVMH. L'Oréal est pas loin de repartir. Alors, ils sont un peu moins bien. Ils ont baissé assez sévèrement. On peut les regarder. Mais là aussi, on sent qu'il y a eu une réaction hein, sur un support autour des 320. Alors le graphe, il fait un peu plus peur, mais on commence aussi à aller tester les premières moyennes. Et je pense que comme le CAC est fortement pondéré hein, en luxe, ça devrait l'aider et on devrait avoir un début de réaction importante début décembre. Marathon digital qui confirme, hein, avec le Bitcoin aussi qui est toujours proche des 100 000. On va aller certainement taper les 32 hein, sur Marathon. Donc toujours positif. Maintenant, il faudra se poser la question du court ou du moyen terme sur la valeur. Et puis éventuellement, hein, quand on aura des petits replis du Bitcoin, pourquoi pas se réinvestir sur Marathon. On rappelle que Marathon, ils ont... alors à la base, c'était un des premiers mineurs hein, en termes d'importance sur le Bitcoin. Et ils ont développé leur stratégie pour en plus de miner. Maintenant, ils achètent aussi, c'est-à-dire qu'ils émettent des obligations et puis avec l'argent levé,
ils achètent du Bitcoin, donc ils créent un peu du Bitcoin, ils achètent du Bitcoin, ça va leur faire un portefeuille encore plus important. Donc on voit que beaucoup de valeurs actuellement ont cette stratégie aussi. Et ça va porter forcément la crypto encore probablement largement au-dessus des 100 000. Donc à moins qu'on ait prochainement une grosse surprise sur le monde des cryptos, le Bitcoin est parti quand même pour faire quelque chose de très important. Donc toujours plutôt intéressant à prendre maintenant ou racheter les replis quand ils auront lieu sur le Bitcoin. Il y avait Voltalia aussi qui était intéressant parce qu'on a cette grosse baisse. On avait parlé d'une éventuelle OPA, c'était par là, je crois, c'était au mois de mai, quand il y a eu un peu tout le secteur qui était en train d'essayer de se racheter. Et finalement, ça n'avait pas été la cible, hein, Voltalia, il y en avait eu un autre. J'ai oublié le nom de l'action, mais qui avait été acheté. On l'avait joué d'ailleurs. Et depuis, alors le secteur a eu un peu de mal, mais on voit qu'on est revenu à chaque fois sur des niveaux. Et sur les 7, c'est racheté hein, sur Voltalia, qui a toujours un peu une tête d'opéable, hein, si on veut dire, parce que la valorisation, elle est pas énorme, c'est une petite valeur. Elle peut intéresser des énergéticiens hein, qui ont besoin de grandir et d'avoir de la croissance externe en faisant des OPA sur des valeurs comme ça et les intégrer à leur entreprise. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et même sans OPA, hein, c'est une valeur qui devrait progresser parce que tout ce qui est énergie et justement énergie bas carbone, hein, pour revenir à ce que fait Hoffman, c'est priorisé maintenant aujourd'hui parce que on peut plus. Alors même avec la politique de Trump qui va encore être un peu sur les énergies fossiles, on développe de plus en plus hein, les énergies renouvelables et c'est l'avenir et c'est en train d'être le présent aussi parce que c'est maintenant hein, qu'elles vont se développer et qu'elles vont grandir. Alors il y en a beaucoup sur le marché, c'est pour ça que les petites valeurs sont intéressantes parce que elles ont une capacité à intéresser les gros et à se faire racheter aussi, donc ça peut être intéressant. Et là, on le voit, ça fait un moment. Hein. On a baissé ici, c'était octobre 2023. Donc ça fait plus d'un an. Et finalement, on est rentré dans cette phase ici, octobre 2023, novembre 2024, où il se passe plus grand-chose. On a fait les rebonds techniques. On est toujours dans cette phase un peu presque de congestion, dans un cours largement baissier. Hein, mais finalement, depuis un an, on construit dans la grande figure. Et on attend quoi? On attend le redémarrage pour éventuellement que le secteur reparte. Alors forcément, avec la petite baisse de la croissance qu'on a connue, qui a engendré la baisse des taux, tout le secteur un peu énergétique comme ça s'est mis en stand-by. Mais là, on a des chances quand même de le voir repartir. Les niveaux clés aussi, hein, 7.15, on le voit, c'est racheté. Donc oui, sur Voltalia. Alors j'ai pas eu j'ai pas eu de news hein, sur une éventuelle OPA, j'ai pas trouvé, mais elle reste intéressante même sans ça. Donc le travail ici à faire et puis éventuellement les bonnes nouvelles, hein, de casser les 9 et plus. Puis on avait aussi d'autres valeurs intéressantes, notamment. Alors, semi-conducteur, on va le faire après. Ah oui, je voulais voir TF1, parce que TF1 aussi, elle est revenue sur les 7. Les 7.052, c'était la zone de gap qu'on avait créée ici. Le 23 janvier 2024, donc ça fait presque un an. Et ben on y est revenu, on le voit, hein, c'est cette zone-là. On y est revenu, on a méché, on a rebondi, et on est en train de repartir, et surtout les volumes. Alors, on a vendu un peu sévèrement, peut-être, sur 2-3 jours. Et puis après, on voit que c'est racheté avec des volumes au moins aussi importants, voire même plus, ces derniers jours.
Donc ça, c'est plutôt favorable aussi sur TF1. Il faut tenir le support, il faut tenir les sets. Mais si on s'investit maintenant et qu'on tente une remontée sur TF1, le support, il est proche. Donc c'est bien, hein, on met un stop sous les 6,99 par exemple, et puis on tente le rebond sur TF1. Si ça se fait pas, on perdra que très peu, et si ça se fait, si ça se retourne, on aura un ratio gain-risque largement favorable. Donc là aussi, porté par les volumes, ça peut être super intéressant de jouer TF1. TF1 plus que M6, parce que les marges notamment sont plus intéressantes sur TF1, et la dynamique aussi, notamment sur les marges. Il y avait CD Projekt aussi qui était parti il y a quelques jours, on avait parlé avec les membres, et on le voit, hein, une belle phase de conso, dans une tendance largement haussière. On en avait parlé aussi au début de l'année quand elle était partie. Elle est allée alors elle n'est pas allée chercher sa grosse résistance à 45, elle était pas loin, mais on a cette belle phase de conso, hein, qui dure au moins 2 mois, là, même 6 mois, 5 mois, 22 août. Et on est sorti ici le 25 novembre, donc c'était lundi. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de tenir. On est en train de tenir ces niveaux-là. Donc sur CD Projekt, on a la période de conso dans une tendance haussière et le redémarrage, donc plutôt intéressant aussi. Puis on le voit, hein, les volumes qui sont là depuis 3-4 séances. Donc c'est plutôt aussi une valeur à acheter, hein, dans le secteur du jeu vidéo notamment. On avait aussi... Alors on a éventuellement ITV, on le voit, ça monte. Dernièrement, il y a eu un gap. Pourquoi? Il y a eu des annonces d'OPA éventuelles de CVC Partner, hein, sur ITV. Donc ça pourrait être super intéressant. Cette valeur-là pourrait exploser, hein. Elle est notamment à Londres. Il y a aussi TF1 qui pourrait être dans le coup. TF1, CVC Partner qui pourrait s'arranger pour racheter ITV. Donc on est un peu dans le domaine spéculatif, mais les volumes sont intéressants, la dynamique est là, et je pense qu'il y a encore un potentiel intéressant. Sinon on a CVC, donc l'acheteur, pour finir, hein, sur TF1, qui ici en bourse depuis peu, mais on le voit avec des gros volumes, et notamment un gros pic là lundi, c'est pareil, hein. Ça va intéresser pas mal de monde, ce deal, hein, avec ITV. Donc je pense que même l'acheteur pourrait augmenter aussi avec l'OPA. Généralement, on le sait, les OPA, hein, c'est les petits, c'est ceux qui se font racheter, qui voient leur cours exploser. Et souvent, l'acheteur, il est un peu pas forcément bien accueilli, parce qu'il paye des fois peut-être un peu trop pour acheter. Mais là, on a l'impression quand même que sur CVC, déjà, la dynamique, elle est super favorable, et qu'il est en train de se passer des choses aussi en interne, et les volumes qui trompent rarement, hein, quand on a un pic comme ça à ce point-là de volume, et derrière ça fait que monter aussi. Donc je pense que CVC Partner, ITV, voire TF1 pourraient les trois bénéficier de cette OPA et monter vers des plus hauts. On va revoir rapidement les valeurs volatiles qu'on avait vues dernièrement. Alors sur Atos, qui viennent d'être rétrogradés en catégorie D, donc a priori plus trop de short possible. Il y a eu un short squeeze notamment, hein. Il y avait beaucoup de positions qui étaient déjà en short sur Atos et qui ont dû se déboucler. Donc ça a alimenté la hausse et n'importe quoi. Mais alors si on l'a joué, bah bravo, hein, c'était incroyable. Mais oui, ça valorise pas du tout le niveau d'Atos. Il y a eu aussi une augmentation de capital. Il y a les actions qui seront en circulation début décembre, je crois, autour du 10, il me semble. On en avait parlé, un premier chandelier rouge, c'était la fin, et puis l'objectif c'était ici les 1,24. On est même allé au-dessus, hein, parce qu'on est allé quasiment sur les 1,80. Mais la plupart des vendeurs à découvert ont été obligés de se racheter, donc ça a fait augmenter, hein, le cours de façon exponentielle. Et puis là, on va revenir un peu à la moyenne. On voit les plus hauts qui vont être de plus en plus bas, les plus bas aussi, hein, donc
c'est difficile hein, d'anticiper où est-ce qu'on sera demain, après-demain. C'est le week-end, mais bon, vous avez compris. Cette zone, elle va aller se réduire de plus en plus. Et certainement après, peut-être continuer à baisser quand même parce que la division d'Atos qui va être rachetée par l'État, c'est une chose, mais le reste, c'est quand même pas terrible. Et puis la dette est toujours super importante. Donc on en est là finalement. C'est un peu le short squeeze qui a fait exploser tout. Et je pense que si on veut jouer quelque chose maintenant, après les rachats d'hier, ça me semble trop tard. Alors on verra, il y aura peut-être encore quelques grosses journées, mais le retour à la réalité risque d'être un peu sévère. Et c'est des niveaux qu'on retrouvera certainement pas hein, sur Atos. Lighton qui a réussi à faire du x3, hein, parce qu'on était sur les 10 euros sur l'introduction. On est monté presque sur les 30, hein, on est monté sur les 29 quasiment. Et derrière, ça a vendu. Hein, c'est déjà incroyable qu'on ait en 3 jours quand même fait du x3. Parce que généralement, quand on arrive à 100%, c'est-à-dire x2, il y a beaucoup de prises de bénéfices. Alors elles sont arrivées un peu plus tard. Ça remet pas en cause éventuellement le long terme sur cette valeur. Même si moi j'ai un petit doute parce que on va être en concurrence avec les Américains et sur les données IA, ils sont quand même assez en avance. Mais bah, sur le court terme, moi je suis parti, hein, j'ai vendu. Et éventuellement, attendre encore quelques semaines, voir ce que donne la valeur, si éventuellement elle arrive à dégager quelque chose. Et puis techniquement, ce qui se passera. Mais là, le gros boom de l'introduction et puis les ventes m'ont fait partir et prendre les bénéfices hein, entre les 11-14, des prises d'achat, et puis vendu autour des 20-22. Et on va finir donc avec un peu semi-conducteur. On avait parlé d'un éventuel rebond, c'était il y a 2 semaines, il me semble. Alors on commence avec Nvidia, bon, qui fait pas grand chose. Hein, Nvidia, ils ont donné leurs résultats, ça a été un peu vendu, c'était mieux que prévu, mieux qu'attendu, mais pas assez exceptionnel. Mais dans l'ensemble, on voit que ça tient, donc il n'y a pas véritablement de données à en tirer. Ça reste quand même très solide hein, sur Nvidia. On va regarder plutôt les semi-purs avec ASML Holding notamment, et on le voit. Les gros rachats, les accumulations sur support, qui débouche sur une cassure d'oblique ici. Donc là aussi, peut-être pas de reprise en V, quoique sur le secteur technologique et semi, on a plus de chances d'en avoir que sur les autres secteurs, mais probablement hein, de la construction et du retour vers les 819 pour SML Holding. On est en train, on le voit depuis 2 jours, enfin de casser. On avait cassé ici pendant une journée avant l'annonce des commandes divisées par 2 qui avait fait un peu peur à tout le monde. Et finalement, à cette journée où on a perdu 15%, bah depuis, on a perdu au maximum 7%, et puis on est revenu à plus 1, et on voit qu'on est dans cette zone, hein, un petit losange, un petit rectangle finalement, où il y a plus trop de volatilité, où ça accumule et où ça vend plus. Donc ASM International, c'est un peu la même chose, hein, c'est le même graphe, où on va pas tarder à sortir aussi de cette phase de dégradation. Et BE semi-conducteur, on le voit aussi avec les zones les plus bas de plus en plus haut. Et l'ambulance qui passe. Et donc les tentatives de rebond, et derrière on le voit, hein, les rebonds, et puis c'est racheté. On rend pas tout, c'est ça qui est intéressant, hein, les petits breakouts et les petits pullbacks où on rend pas tout, et puis on va accumuler, on va congestionner, puis on va repartir comme ça, monter en escalier avec aussi des volumes intéressants. Donc on le voit sur BE Semiconductor. Finalement, l'annonce un peu sur SML qui avait mis un peu tout le monde dans le rouge, bah, elle a été digérée, et ça fait un moment qu'on n'est pas allé sur ses plus bas, donc plutôt favorable. On peut regarder aussi Taïwan.
semi-conducteurs. Alors eux, ils vont plutôt bien, ils sont en phase de consolidation. Et ce sera quelque chose à racheter le jour où on recassera peut-être les 195, 192 par là. Mais on le voit hein, sur des valeurs qui sont nettement plus favorables et dans des configurations haussières, bah la consolidation elle est très faible. Donc ça note aussi la bonne santé hein, de ce secteur-là, qui est pas encore sur le point de redémarrer, mais qui a donné des signes, je pense, de fin de baisse. Donc on est dans la construction, ça va digérer, ça peut durer une semaine, ça peut durer 4 semaines, mais il y a un moment où on va repartir. Swattech aussi, hein, ils ont fait un gros rebond. Alors eux, ils font un peu plus peur, mais on le voit aussi, volume énorme. La reprise en V, non, mais la construction, oui. Et puis le signalement probablement du plus bas hein, qui a été atteint ici. Donc on va reconstruire. Même si on préfère éviter quand même les petits comme ça hein, qui ont des tendances super dégradées parce que ils peuvent avoir une tendance inverse au reste. Et on le voit d'ailleurs, ils perdent 1%. Alors ils perdent 1% parce qu'ils avaient gagné beaucoup aussi avant. Il y a peut-être de ça. Puis on peut regarder AMD qui revient aussi sur les 132, hein, peut-être un support parce que ça avait marché notamment cet été. Et IBM qui est toujours, moi je suis sur IBM, hein, qui est pas loin de retrouver ses plus hauts ici et puis qui a comblé le gap hein, depuis 3 jours. Le gap qui avait été, alors là aussi, j'avais pas tellement compris hein, le gap sur résultat, alors que les résultats étaient plutôt bons, et on a vu que ça a été racheté. Et comme souvent, hein, c'est des mouvements excessifs dont il faut profiter hein, quand on a comme ça des annonces plutôt bonnes et puis des ventes. On a un secteur qui est porteur, on a une tendance qui est positive. Ces gaps baissiers-là, souvent, ils sont plutôt à acheter, contrairement à d'autres, des gaps baissiers qui sont dans une tendance baissière. Donc le gap, il n'existe plus. Favorable hein, sur IBM. Et puis on va faire quelques valeurs abonnées. Alors Atos, c'est déjà fait. Donc attention à Atos, même si aujourd'hui on gagne encore un petit peu, beaucoup, 14%. Ça va vendre sévèrement quand même. Et puis il va y avoir peut-être encore de la dilution d'ici début décembre. Donc là, c'est que de la spéculation à ce stade. La valorisation, elle est beaucoup plus faible que ça hein, actuellement. BNP Paribas, alors on avait parlé hein, des bancaires, notamment les bancaires américaines qui ont surperformé et qui marchaient bien par rapport aux bancaires européennes. Donc il y a eu un ajustement. Et ça semble peut-être un peu sévère aussi. Sur la BNP, alors toujours, on le voit, hein, toujours en mode dégradation, mais on a pas mal de zones de travail. Donc sur la BNP, on attendra quand même le début de la semaine prochaine. Mais alors c'est vrai que les progrès sont pas toujours intéressants sur les bancaires. Il faut plutôt attendre des dynamiques assez fortes. C'est pour ça qu'on attendra plutôt un retour un peu marqué avec des volumes. Alors les volumes ils sont là quand même dernièrement, mais on est largement baissier avec le gap baissier justement dans une tendance plutôt neutre. Celui-là il était pas très encourageant. Plutôt attendre quand même sur les bancaires et peut-être les regarder en hebdomadaire. Et on voit qu'on a quand même des zones un peu clés ici autour des 54 qui semblent intéressantes sur le long terme. C'est celle-là, hein. C'était les plus hauts du début d'année. Donc on revient. Mais il n'y a pas y a pas tellement de mouvements clairs et de tendances claires. Hein. C'est sur pas mal de bancaires. J'éviterai quand même de rentrer sur une cassure comme ça des 60 actuellement. Casino Guichard.
Alors c'est Daniel Kretinsky, hein, qui est revenu et qui a racheté en partie Casino Guichard. Alors d'habitude il fait plutôt des bons investissements, il est intéressant. Casino là c'était quand même un dossier un peu spécial avec des dettes énormes. Forcément sur les dossiers qu'il reprend c'est pas des valeurs parfaites. Alors la dilution, elle est énorme, hein, parce qu'on ne cotait pas à 3000 euros ou 5000 euros il y a quelques mois, forcément, quelques années. C'est l'équivalent de la dilution, hein, pour qu'on cote aujourd'hui à 1 euro. Si on n'avait pas changé d'échelle, on serait à même pas quelques centimes, hein, on serait à 0,0001 centime. Les volumes qui reviennent, euh, ouais, ça se joue éventuellement un peu en spéculation, mais ça peut prendre pas mal de temps quand même ces dossiers-là. Et on le voit avec la grosse dilution qui a eu lieu. C'est compliqué. Alors oui, sur des niveaux quand même depuis hier finalement, ça peut s'acheter pour jouer les rebonds. Mais faut pas hésiter à partir parce que cette séquence-là, elle peut se produire encore dans le temps et aller encore beaucoup plus bas sur Casino Guichard. Donc, moi, ce que j'attendrais pour rentrer vraiment sur ces valeurs-là, c'est qu'on ait un support qui tienne un peu dans le temps, qu'on ait de la construction et qu'on ait vraiment des niveaux clés qui soient marqués, qui soient retestés, qui soient cassés ensuite. Là, on est dans de la spéculation pure où on se dit est-ce que ça va être le début de la recovery ou pas? Est-ce qu'on va devoir encore revenir faire des augmentations de capital ou pas? On ne sait pas tellement. Donc sur Casino Guichard, je serais plutôt prudent. Et si je veux jouer le titre, je le joue en très court terme avec des stops assez serrés. Calray, j'ai pas trouvé d'annonce de news. J'ai cherché aujourd'hui. Est-ce que c'est un peu l'effet semi-conducteur un peu qui est en train de revenir et Calray revient. Alors on sait, hein, sur les petites valeurs, souvent les annonces elles arrivent un peu tard. Est-ce qu'il y a déjà eu des annonces que j'ai ratées aussi? C'est possible, hein, que j'ai pas vu. Mais oui, là le boom il est énorme, hein, sur Calray. Les volumes monstrueux. On a pris 100% en une journée. Aujourd'hui, on rend quasiment tout, mais alors ça risque d'être encore volatile quelques jours. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est savoir pourquoi, parce que là, je sais pas pourquoi c'est en train de bouger sur Calray. Et est-ce que le secteur semi-conducteur, à lui, tout seul, peut faire bouger autant Calray du simple au double comme ça sur une journée? Il doit se passer autre chose. Et j'aimerais bien savoir quoi. Donc, à surveiller. Et Steph. Alors Steph, j'aime pas trop la mèche haute qu'on a eue hier. Jeudi, on le voit, on était ici sur les 132, on va chercher les 138 et on rend tout. Alors on est sur un niveau intéressant parce que c'est le niveau de cassure du mois de mars-juillet qui avait permis d'aller taper un nouveau plus haut. Ensuite, on revient ici sur la moyenne à 200. Donc la séquence, elle est plutôt correcte. Mais ce qu'il faut, c'est avoir cette réaction, parce que là, on est vraiment entre deux, où on peut avoir ce rebond sur moyenne à 200 ou cette cassure. Et là, on a quand même un échec avec l'échec, quasiment un double échec sur les 139 avec la mèche haute, qui est pas rassurant. Donc plutôt attendre une bonne semaine, qu'on ait une config qui se mette en place, parce que là, on est sur le fil du rasoir, et c'est compliqué de savoir un peu où ça va aller actuellement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les valeurs qui vous intéressent, les valeurs que vous suivez, les questions que vous avez sur la bourse ou le trading. J'y répondrai. Bon trade, à plus!